Très chère brebis galloise, aujourd'hui nous allons démonter Hobbytech RR21. Elle a fait exactement 12 packs, 11 en 4S, 1 en 6S. Elle a physiquement survécu, bien sûr, on le savait déjà avant de l'acheter, parce que la qualité des produits a bien sûr augmenté avec le temps. On a cassé le pare-choc avant, mais on ne lui en voudra pas. On est resté accroché quelques fois sur les vibreurs en bas, parce que ce pare-choc est celui de l'ancienne version, qui avait le châssis plat. Le pare-choc était à plat devant, là on a un kick-up, le pare-choc redescend, mais un mal pour un bien, je trouve ça pas plus mal pour éviter de piquer trop du nez sur certains freinages et machin, et pas aller râper la carreau, c'est plutôt le truc qui frotte. Ça a cassé avant le pack 11 et 12 déjà, mais ça a tenu, donc on l'a laissé, ça s'est fondu ici juste devant les supports, tu vois. C'est pour ça que ça n'empêchait pas la carreau d'être montée, puisque les supports carreaux étaient toujours là. C'est quand même un grand classique de ce pare-choc. Il tient un peu mieux parce qu'il y a la barre en alu au-dessus, mais c'est quand même mieux qu'avant, parce qu'avant on cassait ici, en fait il se déchirait très rapidement ici, et ça c'est dommage. Je répète que je suis persuadé qu'un skid complet ici à l'avant qui remonte serait bienvenu pour une mise à jour du produit dans quelques temps, ainsi qu'un skid arrière avec derrière un déflecteur. On a eu des soucis avec ce cerveau. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est alimenté en 7.2, non, il est censé tenir, mais je ne sais pas s'il a surchauffé ou quoi. Au bout de quelques packs, c'est vrai que ce jour-là on avait enchaîné, il faisait chaud quand même, ça a coincé. Moteur, bien sûr, 4274 Castle, le vrai, aucun souci. Plus on a mis le gros ventilo roquette dessus, donc on a pu pousser, ça chauffait, mais sans plus. Dynamiquement, ça se passe bien. Je répète que j'ai pas mis les huiles qui sont conseillées dans le kit. Pour moi, les huiles conseillées dans le kit, sont celles pour la piste tout terrain, pour le buggy, mais pas pour une GT. Même en rally game, c'est beaucoup trop tendre. On n'a pas mis trop quand même, on avait mis, si je me souviens bien, 150 au centre. Voilà, on est bien, et 60 devant. On va durcir un petit peu encore l'avant ce coup-là. Le centre, on laissait comme ça, c'était pas trop mal, on patinait pas trop des fers avant par rapport à l'arrière, on a les pneus avant qui sont bouffés un peu plus quand même, mais ça se gérait bien. Selon les carreaux, bien sûr, ça modifiait la réaction du tulle, et selon les pneumatiques, bien sûr aussi. Mais ça se comporte vraiment bien. Alors en 4S, j'étais content, mais en 6, vraiment plus. En 6, ça respire, cette petite bête. Hein, Combo Castle à l'ancienne, eh ben, il est toujours d'actualité. Donc nous allons réviser cette machine. Quand je dis réviser, on ne va pas la démonter entièrement en pièces, puisque là, elle est encore propre, récente, tu vois. On va passer un coup de soufflette, un coup de pinceau, un coup de rénovateur plastique, je le répète. Je vais vous le remontrer. Laissez tomber les miracles du VD40. Rénovateur plastique extérieur, ça c'est le U, parce que le prix est correct. La bombinette elle tient bon, parce qu'il ne faut pas en mettre 4 tonnes. Il faut juste hop, un petit nuage quoi, pour que les plastiques redeviennent, regarde comme ils sont bien noirs et brillants. Hein, pourtant le véhicule a bien servi, tu vois. Ça marche à merveille, c'est génial, ça garde les plastiques un peu plus souples et brillants. Pourquoi pas le VD40? Parce que dernièrement, il y a Stankovic, il m'a dit ouais, tu fais bouillir les jantes, pourquoi tu les trempes pas dans le VD40 une nuit et après le plastique est tout mou? Eh bien, mon très cher Stankovic, parce que c'est un hydrocarbure. L'hydrocarbure va altérer le plastique. Tu vas l'endommager, d'une part. De deuxième, c'est un produit chimique. Bouillir de l'eau, ça reste pas chimique. Tu vois? Il faut penser aussi au tuyau. En plus quoi, tu vas acheter du VD40 en bouteille exprès, tu vas le laisser tremper dedans. Bon, après normalement tu le réutilises, mais beaucoup vont peut-être pas le réutiliser. Et ça reste comme dit un produit chimique. Surtout dans le cas d'une jante, comment vas-tu coller ton pneu après si ta jante est bien dégoulinante et glissante? Ah ben, tu vas la sécher avec du nettoyant au frein, qui va provoquer l'effet inverse au plastique. Éviter le nettoyant au frein aussi sur le plastique, ça cause l'effet inverse, ça va le dessécher.
Il paraît pas, mais ça casse beaucoup plus vite après. Tu vois, surtout sur les carrosseries, hein, l'effet néfaste de ça. Moi, je nettoie aussi des fois avec du nettoyant macaron en peinture, mais quand je dis nettoyer, je veux dire, j'en mets sur un chiffon, je passe. J'essuie derrière, ça s'évapore rapidement. J'ai fait l'essai sur une carrosserie, en mettant plus, et c'était sans appel. La carreau devient cassante. J'ai vraiment bien laissé baigner, j'ai nettoyé avec mon chiffon bien trempé, j'ai laissé sécher tout seul, et résultat derrière, après la peinture, ça s'est fondu très vite. On a constaté sur ce châssis ce qu'on avait prévu au départ, c'est-à-dire que les cardans passent trop près des renforts de châssis et frottent dessus. Spirit of Excellence. Excellence un peu trop juste. On avait donc dès le départ des problèmes de chape qui se baladent énormément, qui se dépopent très vite. On a mis donc des pièces Arma à l'arrière de ce côté-là, tu vois, on n'a pas de jeu. On a laissé les pièces côté roue. Et là, par contre, la biellette, elle a déjà du jeu. Ça ne dérange pas plus. On a les roulements. Entre roulement et fusée, donc le bout du cardan, regarde ça. On avait déjà du jeu au départ, ça ne s'est pas amélioré. Tu vois, on constate la même chose sur Obao, mais pas aussi vite. Je vais demander Claude, il va même vous le prouver. Tu vois, il y a tout qui se balade là. Alors, c'est marrant, la roue se balade quand même beaucoup plus que le porte-fusée. On va démonter les roues, on va voir ici au niveau des hexagones. Alors à l'arrière, j'ai les élargisseurs. Est-ce que c'est l'élargisseur qui se balade? Non, parce qu'à l'avant c'est pareil. Ouf. Ah, c'est violent quand même. Hein. C'est violent, ne vous inquiétez pas, on va passer la caméra par là pour la suite. Donc la suite des événements, on va sortir le diff central, on va l'ouvrir, on va regarder l'état de l'huile à l'intérieur. Comme là elle est assez fluide, forcément, ça va patiner. Avec du moulinage entre l'avant et l'arrière, c'est sûr qu'elle est déjà sûrement un peu cramée. Non, on n'a pas de jeu, regarde ici. Il y a certaines marques ici où tu commences à avoir du jeu entre l'hexagone et l'axe. Là, ça se passe bien. On a vraiment du jeu ici au niveau roulement porte-fusée. On va sortir aussi donc une paire de roulements, voir dans l'état quels sont. Après, les roulements là sont de bonne qualité. Je ne suis pas inquiet pour le roulement. Je pense vraiment que le jeu reste uniquement au niveau du... On va peut-être enlever toutes les roues. De toute façon, c'est pas forcément que je vais rerouler celle-là au prochain run. Là, on avait du... On voit plus. Les jantes flex, faites très attention aussi, c'est GRP avec les jantes flex. Tu vois, on a dû vraiment balancer beaucoup de Loctite. Parce que les jantes s'écrasent. Et résultat, XM3. Ça se dessert relativement vite quand même. J'ai pas laissé les capuchons d'origine parce qu'ils me plaisent pas, c'est tout. Hein. C'est la merveille. Mais c'est pas beau. Je trouve que ça dépasse trop. On avait remonté les suspensions aussi sur les derniers runs pour repasser un petit peu en mode rallye. Je préfère un petit peu plus souple quand même que le mode full GT. De l'autre côté, il faut bien que je me décide. Il y a une des deux, je vais laisser en rallye, l'autre en GT. Je me décide avec laquelle je vais faire quoi quand même. Hein. J'ai acheté une carreau bien aérodynamique. Elle se monte sur la Serpent. Est-ce que je vais me passer la Serpent GT? Est-ce que je vais laisser la Hobbytech? Je ne sais pas encore. Mais j'aime définitivement plus le style rallye. Au niveau des jeux de rotules, on n'avait pas encore repris les réglages. Il est temps. On va le faire ensemble. Il y en a beaucoup qui ne sont pas encore familiers avec ce système. Alors. Trop petit. Ah ben elle est là ma clé. Donc on va rapidement réexpliquer pourquoi et comment. Où est-ce qu'il est mon embout? Ah! Là. Retournez Mani. Retournez. Bien. Internet, j'ai encore dit bien. Encore 1 euro pour Jam Jam. Quand tu as ce genre de montage par sphère, il y a certaines marques où c'est pas réglable. Team Magic par exemple, il est mini Traxxas. Là tu vois, tu as un tout petit jeu. Et ben, faut virer ce jeu. Mais si tu serres trop, c'est mort.
Là, tu vois, ma direction fonctionne bien. Je vais te simuler un serrage trop fort. Serrer trop fort, ça va freiner ma direction, regarde. Elle va méga dure et ça va même freiner ma suspension. Là, elle fonctionne bien. Là, elle fonctionne mal. Résultat, l'engin va commencer à sautiller sur la piste. Donc, il faut aller juste au point où tu as un mini jeu, mais où tout est encore libre. Enfin, oui, justement. Un jeu minime sans serrage. Pas l'inverse. Tiens, en bas, tu verras mieux. Regarde bien, regarde en bas. Regarde bien. Je vais aller par là. Bouge pas tout le châssis, Mani. Arrête d'être bête. Tu vois ça? Ça, c'est un peu trop de jeu. Tu resserres tout doucement. Jusqu'à la limite. C'est exactement comme les bar stab. La bar stab doit bouger mais pas se balader. Ne négligez pas aussi en piste la poussière de l'asphalte. Si tu roules sur parking, il y a la suie des gasoils, c'est extrêmement corrosif. Donc ça va être attaquer les croisions, les axes de cardan, tout ça. Donc toujours bien nettoyer tout ce qui est axe de croision, cardan, et mettre un tout petit peu d'huile. Il ne faut pas que ça nage non plus, pour que ça se passe bien. Le cerveau, j'hésite maintenant si on va le laisser ou pas. On va peut-être diminuer le voltage du bec pour voir pour le prochain run. De toute façon, il est largement assez rapide, il est même trop rapide pour moi. C'est pas forcément bien. Vous avez vu pour la dérive du tulle, qu'en diminuant le dual rate, ça avait moins d'effet. J'ai constaté une chose, c'est sorti du virage. Je relâche pas assez vite. Il faut que je relâche plus tôt ma direction, parce que je suis encore un peu braqué au moment où je m'égale sorti du virage. Donc c'est moi qui dois affiner mon pilotage. En diminuant le dual rate, ça m'a aidé. On pourra à ce moment-là aussi commencer à intervenir sur l'expo des gaz. Tu vois, petit à petit, on arrive sur les étapes qu'on n'a pas abordées depuis le début, parce que c'est une chaîne avant tout pour les pilotes de loisirs et les débutants. Hein, juste ceux qui ont envie de s'amuser. Donc, je n'étais pas fan dès le départ de partir sur trop de choses techniques. On va venir un peu dessus parce qu'on avait décidé qu'on ferait cette série avec cette Hobbytech uniquement sur circuit. Et on allait en profiter pour en venir aux solutions, aux issues, etc. de tout ce qui se passe en roulant. On me dit pour la garde sol, je verrai la prochaine fois sur circuit, sur la mise en vie. Il faut que je choisisse aussi une carreau. Elle est vraiment chouette avec cette carreau 205 GTI que j'ai reçue de Franck. Merci encore une fois, c'est vraiment génial. Elle me plaît comme elle est. Elle me plaît comme elle est, ça a l'air merveille. Vous avez vu avec la carreau incassable, elle était plus lourde. Donc forcément, ça balance un peu plus. On a mis des appuis, on a fait différents essais avec des différents angles d'appui. On a effectivement des effets différents. Plus de conso, plus de chauffe avec un maximum d'appui évidemment. Mais c'est vrai que c'était plus confortable en entrée de virage, en lâcher de gaz, en fait, avec les appuis augmentés à fond, tu perds moins vite l'adhérence. Le circuit est quand même relativement petit, donc c'est pas absolument nécessaire, on l'a vu, même sans les appuis, et sur la carreau 205 ça se passe bien. Mais si on commence à monter un peu la cadence, j'ai pas envie d'abîmer cette carreau là. Tonton Piotr m'a envoyé 2 carreaux de GT qu'on va pouvoir mettre dessus aussi, comme ça j'abîme pas la belle nouvelle Graphite. Du coup je vais pouvoir me prendre le temps parce que je me suis dit ouais, je vais la peindre moi-même quand même pour aller plus vite, on va faire une couleur ou deux vite fait. Mais du coup on a aussi Seb qui nous a laissé une Carola qu'on a fait peindre par LB Painting, une carotte VT, une carotte, une carreau de VT. Mais bon, mettre une carreau Bao sur la châssis Hobbytech, j'ai pas envie de faire ça à Bao, ça va me perturber émotionnellement. Je plaisante, je plaisante. Allez, on va laisser la caméra là le temps que je démonte le diff central, puisque celui-là a un accès rapide. Normalement, 4 vis par le dessus. Je rappelle que c'est exactement le même support central que chez Carson. Le même cache, sauf que Carson a une autre boîte radio qui lui permet d'utiliser le cache transmis. Par contre, c'est pas le même châssis, pas les mêmes trous dans le châssis. Parce que je vous le dis, j'ai vraiment envie d'acheter le cache transmis Carson et de modifier ici ce truc
pour pouvoir fermer la transmise. Même c'est vrai que je roule sur circuit, il se passe trop rien, il n'y a rien qui passe dedans. Et puis si juste pas la couronne, j'aurai pas d'excuse pour acheter la couronne option allégée. Bien. Ah, d'amener encore bien. Ouh, regarde ça. On a un fil qui s'est glissé dedans. Ça bloque rien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hey. Regarde-moi ça. D'où tu sors, toi? Bon, ça n'a rien abîmé. Parce que le piège, quand tu as quelque chose qui se roule comme ça arrive généralement aux essieux entre l'hexagone et le roulement extérieur. Le fil va s'emberlificoter autour. Il va abîmer la porte arrière du roulement et la pièce. Là, ça s'est bien passé. On est toujours encore bien niveau sensation. On a, regarde, pas spécialement de marquage. On a des traces d'usure. Je sais pas si tu vas les voir. Là, tu vois un petit peu là. Voilà, une petite trace d'usure. Mais pas de marquage encore au centre. Malgré l'huile un peu plus dure. Parce que l'huile plus dure, plus ton huile est dure, plus tu vas marquer tes trucs. On a plus de traces par contre. Je vais te nettoyer ça, je vais t'approcher ça de la caméra sur le cardan lui-même. Il y a autre chose aussi qui augmente l'usure de ces cardans, c'est le fait que ce soit des CVD. Quand tu as un dogbone, c'est un os à chien, tu as un jeu devant, un jeu derrière, donc tu as une espèce d'amorti entre les chocs que tu n'as pas si tu as un CVD d'un côté. Résultat, l'axe ici, il a déjà un petit méplat. Je vais me mettre derrière que tu puisses... Voilà. Ça va être dur à vous montrer de si près. Tu vois là? Là on y est. On a, tu vois là, un petit méplat, mais pas très grave. Puis ce sont les axes, on peut les changer à l'unité. Je ne sais pas si Obitech a prévu des axes à l'unité. Donc tu utilises un outil de chaîne de vélo ou n'importe, ou un truc adapté RC. Il y a maintenant des outilleurs qui en fabriquent. Model Bometz par exemple fait un outil spécial pour sortir et extraire les axes de cardan. Ce qui est cool aussi avec un cache transmis complet, c'est que tu pourrais profiter pleinement d'une couronne plastique. Sans moins de risque pour la couronne. Alors à l'intérieur, tu vois, l'huile, regarde, qui est normalement bien transparente, est devenue dégueu. Mais, et ça c'est un point important, elle a noirci parce qu'elle a brûlé. Reste là, j'arrête de gigoter avec mes mains. Mais, regarde, on n'a pas d'espèce de poudre grisâtre version Arma. Tu vois? On n'a pas de paillettes métalliques ici à l'intérieur. Donc on n'a pas les chimes qui sont bouffés, les planétaires et les satellites, tout ça qui sont allés s'user. Donc ça c'est bon aussi. On va juste éloigner un maximum à la brosse. Je ne vais pas le démonter entier, je ne vais pas aller nettoyer ça au solvant et tout à gogo pour le faire propre à 0 à 9. Parce que vu la couleur de la chose, je suis confiant. Si maintenant on était dans le cas, ce qui arrive souvent chez Arma, c'est-à-dire que quand tu ouvres, chez Team Magic aussi, c'est pas seulement Arma, c'est un exemple. Paniquez pas les fans. C'est aussi parce qu'on roule un peu plus sauvage avec les Arma. Faut le dire, là on a roulé en 4S tranquille. L'Arma au bout de 10 packs sera, je pense, dans le même état à l'intérieur. Vous avez vu, si vous ne l'avez pas vu, vous allez voir un playlist démontage-remontage. On a fait la révision de la machine du petit Julien qui fait maintenant presque une tête de plus que moi d'ailleurs entre temps. Lui, il a roulé que en 4S pendant un an, à rythme soutenu, 2-3 packs tous les week-ends, ou 4, juste de temps en temps en semaine. Résultat, aucun problème. Là, je veux juste bien nettoyer. Ah, là ça commence par contre les gars. J'ai un truc à vous montrer qui me plaît pas des masses. Ouais. On va sortir ça.
Ça colle généralement au fond avec l'huile. Surtout, j'en ai une huile épaisse là. Pour le sortir, tu bouges la noix. Tu le sens, ça coince, d'un coup ça se libère un peu. Tu joues, allez, retour. Ensuite, vraiment je fais taper pour que ça tombe. Puis sinon, dans certains cas, quand ça coince vraiment, tu n'arrives pas à choper au fond. Il y a une chose facile à faire, c'est de le laisser toute la nuit à l'envers. Tu ajoutes de l'huile fine et tu le mets à l'envers et t'attends. On va ressortir l'axe de là. Ça tombe bien, ça c'est le roulement donc, qui s'était pris la ficelle. On va commencer dans l'ordre. On va passer la noix de près. Donc ça se passe bien. Tu vois, tu as la petite trace de l'axe, rien de méchant. Vraiment rien à voir avec ma première Ester 8 Rally. Ici, regarde, comme on a pu mettre de la graisse dans le puits. Pareil. Le revêtement a une trace, mais pas d'usure. Le roulement m'a merveille, ça en est bien tiré aussi. Donc là, on peut dire que la qualité des roulements est bonne parce que avec les montées en température en GT, avec le stress qu'il y a sur les roulements, avec la température qui vient jouer encore dans cette cour, on a tendance à vite cramer les roulements aussi. Il est clair aussi en piste que si tu utilises en buggy TT aussi ou autre, mais tu vas le sentir moins. C'est clair et c'est vrai que si tu utilises de l'huile dans les roulements très très fines, ça se sent par rapport à la graisse dans les roulements. Tu vois là aussi pareil, hein, la graisse est restée, on s'en tire bien. Donc ça c'est déjà un très bon point pour eux. Ce roulement là aussi va bien. Hop, ouais, il gratte un peu celui-là. Celui-là est nickel, celui-là gratte un petit peu. Ça c'est pas un problème de qualité. On va tout simplement l'ouvrir et le graisser. Côté couronne, là on a une petite boîte en métal, tout le reste est en plastoc. On a peut-être aussi plus d'air qui arrive bêtement que là. Et l'autre chose ici, et oui, la raison pour laquelle ça a gratté, je vais vous la dire. Support moteur alu, moteur dessus, 100 degrés, 105 degrés, 110 degrés, on a le poussé à 110 degrés, on a chauffé tout le support à 110 degrés. Le roulement est dans ce support, ce roulement a eu beaucoup plus chaud que le roulement avant. Même si la chaleur a pu transiter un peu par les pièces, le roulement avant chauffait beaucoup moins que le roulement arrière. La portée du roulement ici est nickel, tu vois, ça aussi c'est bien. C'est-à-dire qu'à aucun moment il a chauffé, il a glissé sur la couronne. Parce que ça, si tu as une usure ici, ta couronne va bouger, ça va modifier ton entre-dents. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Hein. C'est vraiment à prendre en considération. Ce serait bien aussi, je pense, du coup, vu qu'on est allé à des températures pareilles, sans le ventilo, pour pousser un petit peu, voir ce qui se passe. Parce qu'on a aussi fait des sessions plus longues, bien plus longues que 10 minutes. On roule relativement fort. Là aussi, comme tout était huilé sur les axes, tout s'est bien passé, on n'a pas d'usure sur les axes. Lui, il a vraiment cramé. Hein. Regarde. Tu vois, tu as la trace de fonctionnement du truc dessus, du satellite, mais pas le reste. J'arrive, je vais vous montrer le corps du diff. Que ton huile soit saine, que ta lubrification soit faite sur la route comme dans les airs, pour des tours et des tours. Amène l'huile fraîche. Alors je vais nettoyer là-dedans et je vais vous montrer quelque chose qui m'embêtait déjà. Donc sur
des anciennes Obitech. C'était vraiment un problème au début. Tant que tu roulais normal, ça allait. Dès que tu commençais à y aller un peu plus fort, enchaîner les packs, tu avais justement ce problème que je vais vous montrer là. Et qui nous montre aussi qu'il n'y a pas de réelle évolution du plastique à ce niveau-là. C'est pour ça que certaines marques, plutôt que de changer le plastique, parce que c'est trop compliqué, utilisent des plaquettes métalliques pour soutenir les axes. Pour éviter ça. Est-ce que je vais réussir à nettoyer suffisamment bien pour vous le montrer? Bouge pas. Aziz, lumière. Hein? Évidemment que c'est pas raciste, c'est à cause du 5e élément. Regarde, tu vois la trace ronde sur le puits. Au milieu là. Attends, je vais essayer de mettre mon doigt devant. Ici, là. Là, regarde au bout de mon ongle là. Tu vois, tu as une rainure. Et regarde, ça c'est la rainure où se pose l'axe de satellite. Tu as vu cette grande empreinte ronde, un peu fondue? C'est la rondelle. Regarde. On a le corps du diff qui a commencé à chauffer trop. Il commence à fondre. Alors, poussé bien sûr par la température moteur qui s'est propagée sur le support, le roulement, la couronne en acier jusque là-dedans. Ça aide pas. Et ce que tu vois, c'est donc l'empreinte de cette rondelle. C'est celle-là qui ont fait les traces. Sur ces rondelles, on voit aussi une trace, c'est là où frotte la portée du petit pignon de satellite. Rien de grave. Et la rondelle de Scheim, a commencé à se déformer et à nervurer. Reviens là! En 10 packs, enfin 12, dont un en 6 quand même. Mais voilà, ça commence. On va pas les changer, ce serait pas du jeu. Comment pouvoir juger d'une usure si on change pas, si on change ça tous les 10 packs? On fait des kilomètres. Attention, on roule vite. Comme dit là, il y a une grosse montée en température due au moteur. C'est des choses qu'on n'a pas abordées pareil au début de la chaîne. On négligeait un peu ça volontairement. Il y en a vraiment qui croient que je viens de découvrir tout ça. C'est le but aussi. N'oubliez pas que Mani est un personnage. Hein. Vous êtes en train de regarder une fiction. Enfin, le matériel est vrai, mais le bonhomme est fictif. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? Ici, cette empreinte va causer un jeu supplémentaire, puisque les satellites vont pouvoir s'écarter plus, vu que le plastique s'est bouffé. C'est pas grand chose, ça va être de l'ordre de 1/10, même pas. On a les Scheim, côté des planétaires, qui ont fait la même chose. Donc le jeu, l'entre-dent, dans le diff, va augmenter. On a de la marge. Je ne suis pas encore inquiet, on n'est pas à des taux critiques. Comme dit, on n'avait pas de poudre dedans ni rien. On va regresser le roulement arrière, évidemment. On va pas le laisser repartir comme ça. On va changer les huiles à l'intérieur. Mais on va laisser ces rondelles. Pour l'instant. Et je pense qu'à 20, on sera bon pour les changer. Je vais essayer de me retenir et de continuer les runs en 4S. J'ai ici un variateur qui n'a pas de capteur, pas de mode turbo ni rien. Il n'est pas étanche non plus. Ça m'empêche de... Parce que moi, ce que j'adore faire, c'est faire le cochon sous la pluie. Rouler sous la pluie avec les pneus pluie en rallye, j'adore ça. En TT aussi, je crois que vous avez vu. Mais je vais laisser ce combo dedans pour pas être tenté. Parce que si je passe le Obi-Wan G2,
Ouais, 104S, me rajouter le mode turbo pour rajouter un peu plus sur la ligne droite et être plus souple dans les virages, tout ça. Je sais ce qui va se passer, ça va être étanche, donc quand il va pleuvoir, banzai. Et résultat, ça va peut-être pas bien se passer pour la voiture. Maintenant, nous allons ouvrir le diff avant. En priorité, parce que c'est de lui que je veux changer sur tout le setup. Le diff avant, c'est celui qui a souffert le moins. Et normalement, le central, le plus. Parce qu'à chaque accélération, la puissance va partir devant. À chaque décélération, il ralentit. Donc lui, il a justement des différentiels de vitesse entrée-sortie assez grands. À l'avant, selon les huiles que tu mets aussi, là, on est encore souple en 60 000, donc ça a dû tourner pas mal là-dedans aussi. Le diff avant, par contre, a l'avantage de ne pas être en contact avec le moteur. Et donc, il n'a pas subi les mêmes montées en température. Je répète, c'est vraiment pas négligeable. Hein. Si ton moteur monte à 80-100 degrés sans arrêt là-dessus, ton diff est relié dessus, le diff avant, lui, il est tout seul. En tout cas, pas d'usure significative, à part le carter. On n'a pas enchaîné les packs, hein, je tiens à préciser. On a fait des manches plus longues que 10 minutes. Et en 6, là en 6 on a envoyé un petit peu. Mais les mecs qui font de la compète vous le diront. À la vitesse où je roule en 6, ils font pire en 4. Avec le mode turbo et tout le tralala. On va mettre ça sur le compte des 105-110 degrés atteints par le moteur. Faites pas ça chez vous pour une simple raison. Si tu n'as pas un moteur de bonne qualité comme ce moteur Castle, avec les moteurs Castle à capteur, je me méfierais de faire ça, hein, franchement. Là-bas, je pense que les rotors vont pas aimer. On est plein, on a eu des soucis avec le 1650 en vitesse. Donc il faut se méfier. Avec les moteurs Léopard et tous les rebadges Obi-Wing, il faut se méfier aussi. Avec le vrai Obi-Wing, vous avez vu sur le Coralie. Coralie sont les seuls à rebadger le moteur Obi-Wing en le laissant 100% origine, c'est-à-dire au meilleur de sa qualité, côté aimant et collage. On a poussé le moteur Coralie à 105 degrés aussi, plusieurs fois, sans problème. Ça ne veut pas dire que tu dois le faire, et après dire il est cassé, pourtant t'as dit ça tient. Chez moi, ça a tenu. Peut-être était-ce le hasard. Mais après, on a poussé plusieurs fois quand même, donc c'est pas vraiment le hasard. Pour atteindre le diff avant, 2 vis pour le renfort. Je crois que je ne vais pas rapprocher la caméra, on n'a pas vraiment besoin. Que tu peux atteindre par devant selon l'angle des amortos. Là, ça a l'air d'aller, c'est bon. Change d'embout. Tu as 2 vis qui sont fixées avec un contre-écrou. Donc tu vois que c'est pas super accessible. Là aussi on a reculé la mousse. Normalement ça va au niveau de l'accès parce que la mousse est devant. Moi j'ai reculé la mousse au max pour pouvoir mettre une carreau courte. Comme le circuit est court, je voulais précisément un engin pas trop long. Sors de là, t'as reconnu. Il passe pas entre les amortos, hein. Nah. Si. Du coup, il te faut de quoi retenir tes 2 écrous parce que c'est vissé au châssis. Donc Obitech, si pour le 2023, on pouvait avoir un autre pare-choc avec assisted, au moins à l'avant, pour aller frottouiller le châssis, et que le pare-choc globalement soit plus solide, ça serait cool. Ça permettrait un accès plus rapide aussi. Tu vois, c'est là qu'il s'est fendu. Reste accroché, tu vois là, le nombre de fois on a frotté dans les virages.
Bien sûr, si à ce moment-là, en plus, il y a des touchettes avec les autres concurrents autres, et ben ça cause ça. Si mes plots avaient été fixés plus longs, j'avais une carreau plus longue, on aurait eu le problème du nez qui commence à se balader de la carreau. Et risque de craquage de la carrosserie au niveau des ailes avant. On va desserrer uniquement les deux vis derrière. Pour avoir un peu de jeu. Là, tu passes au tournevis plat. Est-ce que j'ai encore ça dans ma caisse? Un embout plat. Donc tu as 3 sortes d'outils. C'est un peu dommage, pas très grave, mais... Et oui, donc un autre pare-choc et un accès rapide au diff. On va laisser la cale inférieure sur place, genre 4 vis pour enlever le carter à sauce Arma par devant. Ça y est, j'ai plus mon tournevis. Je l'avais en main puisque j'ai enlevé le truc du roulement. Mais qu'est-ce que tu fais, Mani? Ah, je sais pas. Déjà, je vais passer de l'autre côté. Ah, il est dans mon coin là. Alors, j'ai enlevé mes vis pourtant. J'arrive pas encore à enlever ma cale de train avant. On va te laisser là, ça tombe bien. Reste dans la cale arrière, s'il te plaît. Ok. Les deux vis ici tiennent la partie inférieure du carter. Et ici, on n'a qu'une seule unique vis qui tient le haut. C'est pas un accès rapide, mais t'as vu, c'est pas la mort non plus. Ah oui, c'est vrai, t'oublies pas qu'il y a un écrou de l'autre côté. C'est sorti ou de rester dedans? Cette histoire d'écrou, c'est bien parce que tu as un bon serrage. Parce qu'en plastique, ça peut s'arracher, mais si tu as des plastiques de qualité, tu n'as pas besoin. De l'autre côté, si tu serres trop fort, ça pose problème aussi. Et si quand tu travailles, l'écrou se casse la figure, parce que tu vois, tu as déjà quand même pas mal à démonter. Et si tu prends un véhicule genre Arma, ça fait longtemps que ton diff, tu l'aurais en main. Là, maintenant, on n'a pas de place à cause des suspensions. Les barres stables sont fixées par l'arrière. Donc ça va être chaud pour remonter là-dessus. On va essayer. On n'en manque qu'une seule des deux. Aucune chance. On va enlever les deux. Ouais, je crois qu'il vaut mieux dégoupiller la barre stable. Hein. Diff avant. Aucune usure au niveau de la couronne, tu vois. On a mis un peu de graisse, ça suffit. On en voit régulièrement sur les forums. T'as l'impression qu'ils font de la pâtisserie, les mecs. Mettez pas 3 tonnes de graisse, c'est absolument inutile. Les compétiteurs ne le feront pas pour des raisons de poids. Les autres, je vous déconseille simplement parce que toute cette graisse, quand il y en a trop, c'est un transmissif. Et quand tu as transmissif et que ça monte en pression parce que tu as trop de graisse, parce que ça va bouger là-dedans, on va retomber dedans, ça va repousser. Échauffement, pression et usure. Les roulements vont super bien. Celui qui souffre toujours le plus sur un diff, c'est côté couronne. Parce que c'est une portée conique. Ta force arrive par ton pignon d'attaque ici, pousse le diff par là toujours. Le jeu, ça va toujours contre le jeu. Enfin, ça ouvre le jeu. Résultat, ce roulement, il se retrouve avec une pression latérale. Celui-là, il a la belle vie. Donc tu as toujours celui-là qui va chauffer plus.
Et là aussi, même constat. Celui-là est encore soyeux. Celui-là, il tourne déjà un peu plus librement. Là aussi, tu vois, ça a chauffé, la graisse est brûlée, mais moins qu'au centre. Là aussi, pas de particules. Regarde, on a toujours... Ça lubrifie toujours, c'est toujours encore brillant sur ton doigt, ça glisse, mais on sent que ça a chauffé. On va pas démonter autant que sur l'autre, parce qu'on sait maintenant que ça va, au niveau des puits et tout. Ce que je veux voir, moi, c'est qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mes axes de satellite. Est-ce que ceux-là ont chauffé? Sors de là, t'es cerné. On t'a reconnu. Allez. Bon, il veut pas. Alors on va nettoyer grosso merdo. Ah bon, pas de problème. Alors il faudra mesurer l'anthrax, mais je pense que ouais. Tiens d'ailleurs, non, regarde, on est pas venu de chercher loin. Je vais nous expliquer une bonne. Ici donc, les portées des satellites. Là, lumière, lumière. Là, regarde, les portées des satellites vont bien. Tu vois? Aucune trace. On peut donc en conclure définitivement que c'est la montée en température trop élevée du moteur qui s'est répercutée sur ce diff central, qui a causé ça. Après, faites gaffe. J'ai drifté plein de fois avec des Obao, avec les diffs réglés normales, piste, juste pour le fun, pour cramer mes pneus. Ça m'est pas arrivé. Sur Obitech, eh ben, ça faisait fumer les diffs. On leur en veut pas, c'est pas prévu pour eux. Alors, on va rapidement juste regarder là-dedans encore quand même. Là aussi, tout va bien. On a par contre, regarde, une petite trace sur la noix. Tu vois, devant là. Ici, on a une petite trace de quelque chose qui a frotté. C'est pas vraiment une usure, c'est juste quelque chose qui a frotté. Des deux côtés. Plus côté couronne, mais on a une rainure aussi de l'autre côté. Je vais te laisser à l'envers, tu vas tomber tout seul. Alors, qu'avons-nous ici qui pourrait aller frotter? Aucune pierre ni rien n'est passé par là. Les cardans n'ont pas de traces. Les axes de cardans, d'ailleurs, à ce sujet, on n'en a pas parlé, ils vont très bien. Les roulements de roue tournent un peu sec, ça gratouille. On va devoir... là, on va sortir les roulements pour les regraisser. Je vais peut-être en profiter, je vais mettre de l'huile très fine pour roulement que j'ai ici, qui est au chaud. Ouais, ça gratte un petit peu. On n'a pas de traces sur les triangles. On verra quand on aura remonté si c'est pas le coin ici de la cellule. Ici ça dépasse un petit peu. Non mais c'est pas la même hauteur. Hein. C'est assez marrant ça. On verra quand on aura remonté s'il y a quoi que ce soit qui est dans le chemin de ces noix. Tu peux aussi aller voir derrière, Mani. Arrête d'être bête. Ouais. Merci Benoît. T'as bien fait de le signaler. À l'arrière aussi. Et
Regardez ce qui se passe. Je vais te mettre la lumière. On va faire la lumière sur cette affaire. T'es où? T'es là. Regardez l'espace entre la tourelle carbone et la noix. C'est très restreint. Et derrière, regarde la cellule plastique, c'est encore pire. Parce que c'est pas le carbone qui touche, c'est pas au milieu de l'empreinte. L'empreinte est au fond vers le début de la noix. Tout au centre de la noix. Ici, tu vois, tu as cette petite trace. Tu vois la trace là? On est vachement près de la demi-cellule arrière en plastique. Et soit les poussières fines vont se stocker là-bas avec la rotation, restent dessus et font ces traces. Soit le plastique lui-même va déjà toucher un petit peu là-bas. Rien de grave. C'est pas dérangeant du tout. Mais voilà. Axe de cardan centraux CVD, RS, aucun problème. Le reste de la construction, forcément, non plus. Je vais voir si je peux te montrer ici donc le jeu entre la rotule et la chape. Tu vois, là ça va. Je suis vraiment content d'avoir mis les pièces Arma ici parce que franchement d'origine, non. Ça se baladait vraiment mort et en plus risquer d'échapper tout seul l'arrière, non, non, non. Hors de question. Suspension avec les réglages d'origine, donc ils ont préconisé de la 2000, ça s'est super bien passé. Je rappelle qu'on n'a pas monté les tiges longues à l'arrière, je vois vraiment pas l'intérêt des tiges longues, puisque même avec les tiges courtes, on arrive à faire une garde-sol de buggy, puisque la couronne, on est plus court ici. Donc je vois vraiment pas l'intérêt de mettre des tiges longues. Par contre, couché, on est contre le triangle ici, ça j'aime pas du tout. Donc il faudra des coupelles plus échancrées pour pas toucher sur les triangles. Parce que ça pousse quand tu es en bas, là, de côté, ça presse le ressort de travers. Mécaniquement, pour une suspension bien crémeuse, c'est pas le top. Pas grave non plus. Mais une petite évolution serait sympa quand même. Direction, on n'a pas eu de surprise. Tout va bien. Rien, absolument rien ne s'est desserré. Quand on avait tout monté à la Lockheed comme préconisé ici au niveau de ces pièces-là. Faites gaffe quand vous démontez justement qu'il y a des petites cales un peu partout. Hein. Ça, faut y penser. Devant et derrière, on a expliqué pourquoi, surtout à l'arrière, il en faut. Selon les angles que tu règles. Évidemment, ton triangle va prendre plus ou moins de jeu. Faites gaffe. On est resté ici sur les trous inférieurs, on n'est pas monté là, parce qu'à l'arrière, on peut monter encore la garde au sol sans toucher le reste. On pourrait le faire pour permettre de mettre les triangles en négatif. Carrément. C'est-à-dire de descendre ici la roue. Et ensuite limiter la garde au sol, enfin le débattement du triangle, pour ramener la hauteur de caisse au même endroit. Hauteur de caisse max. Et du coup, on aura un centre de gravité plus bas à l'arrière. On va le faire pour se rendre compte s'il y a une différence ou pas avec ce petit glissement de l'arrière sorti du virage. Ça sera peut-être pas significatif parce que j'ai pas envie de faire par étapes, de faire ça derrière. Ensuite, la suite, j'ai démonté mes diffs, je vais changer mes huiles. On va mettre... là, j'étais 60-150. On va passer 150-150. On va y aller par étapes. On va mettre 150-150. Et ensuite, on passera à 300 et on laissera 150 au centre. Voir un petit peu ce qui se passe niveau maniabilité. L'engin a le poids bien centré quand même. Enfin, moteur, vario, batterie, c'est un peu par là. On a même le poids un peu plus arrière hein, que sur les Obao. Là-bas, on a tout le poids un peu plus en avant. Donc on va y aller mollo avec ces huiles, on va changer un petit peu nos habitudes. Donc je répète qu'on va descendre ici les moyeux, rattraper la différence de garde au sol, donc ça nous permettra d'avoir un triangle en position négative pour avoir moins de roulis à l'arrière. On va laisser les biellettes pour l'instant elles sont. Je pourrais monter ici la biellette aussi un petit peu pour reprendre un peu de roulis si on glisse trop de l'arrière. La noix de cardan arrière. Je ne vais pas sortir le diff comme dit à l'arrière, on est bien avec les huiles. À l'arrière, par contre, la noix de cardan arrière gauche a souffert et la droite aussi. Quand je dis souffert, c'est minime. Hein.
Je pense que je vais pouvoir te le faire voir là. Regarde, tu vois, regarde, c'est surtout l'axe. T'as vu le même plat qu'il a chopé? Mais bon, ça se tient bien. Donc à ce niveau-là, je suis confiant. Je pense qu'on arrivera vraiment à arriver à une cinquantaine de lipo avant d'avoir trop bouffé ses noix et ses axes. En restant qu'à 13. Ou en 6 peut-être avec un pignon plus petit, après ça restera plus brutal. Mais j'aime bien. Une petite Vmax là, vers les 90 par là, au bout de ligne droite là, mettre toute la sauce pour essayer de les atteindre au bout. Et piler comme une brute pour pas m'emplafonner dans le trou de taupe en face. Ça me plaît. Puis les pneus restent en température, c'est bien aussi. C'est pas l'idéal pour les chronos. Mais c'est marrant. Pour exemple, je le rappelle, Steph sur le circuit roule à peu près à une Vmax de 67 en 4S. Et il fait des chronos de plus de 2 secondes inférieurs. Je ne suis pas une référence, mais je suis dans la moyenne. Te dire un petit peu, tu vois, que ta Vmax sur un circuit court, c'est pas grand chose. Il fait des trajectoires bien plus précises, surtout tour après tour. C'est la régularité qui prime. Il accélère moins fort, il va perdre moins vite le tulle que nous. Il va arriver plus vite finalement à sa Vmax, même si nous on va un peu plus vite sur la ligne droite, on rattrape un peu là. Pour te dire, si on avait une voiture qui roulait aussi vite que lui, il nous mettrait 3-4 secondes le gars. Alors, on va causer vite des chimes aussi dans le diff avant. Ça va mieux. On a nettement moins de traces sur les chimes de planétaire dans les diffs avant. Ce qui est bon signe aussi. Et est-ce que notre très cher planétaire veut bien... Regarde, tourner, tu vois, toujours un peu plus sec. Hein. Ouais, il est tombé, regarde, ça a marché. J'ai. Quand c'est tombé, je pas. Ouais, ok, je vais démonter l'arrière aussi, pas avec vous, je vais le faire vite moi-même. Pas vous faire perdre tout votre temps non plus. Là aussi, pas de traces. Et le chime, de ce côté-là, c'est pas lui. Et ben il va bien aussi. C'est bien que le roulement tienne dessus, c'est la preuve qu'il n'a pas tourné. Tous ceux qui roulent fort en Arma ont déjà eu la surprise de voir cette pièce se désolidariser du reste ici, à cause de la montée en température, justement moteur, différentiel, roulement qui grippe, qui tourne sur la portée, gros échauffement et c'est Mimi Serrara, c'est la fonte du corps de diff. C'est clair. Voilà. Donc on va qualifier ça de petite révision au bout de 10. Si on n'avait pas poussé le moteur autant en température, comme dit, je répète, je pense pas qu'on aurait eu cette trace dans le diff central. Et c'est là que je me suis perdu. Les mecs. Carson fait pour la série Virus des corps de diff alu, ou des diffs complets en alu, des jambes prémontées, disponibles chez Model Bob Metz, ce qui veut dire que tu peux mettre ça dedans. Au centre. Je ne veux pas parler trop vite avant-arrière parce que je n'ai aucune idée de la forme de la cellule du Carson Virus avant-arrière. Ce sont les mêmes triangles, c'est le même bac à batterie, c'est le même support central, le même cache, comme dit là-bas complet par contre. Une autre platine servo radio plus judicieuse, je dirais. Obitech a voulu rester sur son design avec lequel ils ont commencé. Je pense qu'ils, personnellement, ils auraient dû prendre l'autre boîte radio proposée par le fabricant chinois. Pour pas avoir
ça, cet étriquement ici, l'axe moteur dans la boîte radio, tout ça. L'autre système est plus simple, il y a plus de place et du coup tu peux mettre le cache complet avec. Moi j'aime bien. Le moteur, il va nickel. Est-ce que je vais aller démonter mon pignon pour voir mon roulement moteur? Non. Il y a une chose qu'il faut savoir aussi sur les roulements moteurs, ne vous faites pas avoir à mettre des roulements standards dedans. Pourquoi? Parce qu'on a ici une démultiplication, n'oubliez pas. On tourne ici par exemple en divisé par 3. Donc si ton moteur prend 60 000 tours, tes roulements ici de diff ne prennent que 20 000. Mettez les roulements moteur 60 000. Ces roulements en général sont prévus dans les 20-25 000. Si vous regardez les specs, par exemple sur le site Kanzen, K-A-N-Z-E-N France.fr, il y a les specs des charges de roulement et de la vitesse de rotation. Et les roulements moteurs, eux, c'est 60 000 et plus. Donc faites gaffe, pensez-y. C'est quelque chose à ne pas négliger. Normalement aussi, ils sont prévus pour des montées en température justement jusqu'à un peu plus grosses que ce que sont prévus les montées en température ceux-là. Voilà. Donc, ceux qui me suivent depuis le début là ont vu la différence entre explication de base et explication un peu plus poussée, puisque là, je vous ai expliqué pourquoi monter en température au centre diff, tout ça. Ce que j'espérais depuis le début, en fait, c'est des gens qui participent qui nous l'auraient dit un peu avant. Ça fait 8 ans que je les attends, les compétiteurs. À part râler dans leur coin sur ce qu'il dit Mani, ils ne sont pas encore venus nous voir. Manchette pour rire. Certains sont passés. Mais voilà. On aurait aimé un peu plus de discussion dans les commentaires avec tous les gens qui touchent justement ce niveau de précision. Parce que c'est beaucoup plus convivial et d'avoir plusieurs avis différents entre ceux qui touchent aussi justement à ce niveau. Parce que là, c'est facile de vous dire des choses et après, si vous ne saviez pas, ah oui, ok, d'accord. Mais il y a peut-être 4 ou 5 versions différentes. Mais ça, c'est mon explication de la chose au niveau corrélation de l'usure et des températures. Comme la pression sur la couronne use toujours plus, je le répète, le roulement côté couronne souffrira toujours plus que le roulement de l'autre côté. Sauf sur les gros tout-terrain où on prend beaucoup de chocs latéraux qui vont aller faire percuter le cardan au fond de la noix et faire bouger ton diff tout le temps, lui mettre des chocs dans la tronche. Et là, c'est... Je peux pas, évidemment, à la caméra vous le montrer. Alors, peut-être par un procédé, on pourrait mettre un axe de 8 dedans avec un poids, le faire tourner, voir combien de temps il tourne ici avec un certain élan. Mais là, il faudrait mettre un élan avec une certaine pression donnée. Mettre un levier avec un élastique pour lui balancer un coup, pour que vous puissiez voir, et ensuite un compteur tour-minute pour voir combien de temps il va tourner et combien de tours il a fait, parce que celui-là, je vous garantis qu'il tournera beaucoup plus. Je sais pas si je vais réussir à te l'approcher du micro. Et le couillon, tu sais, le mec il met à la caméra. Vas-y, écoute. Non, là c'est renifle. Et ici c'est écoute. Je sais pas si je vais pouvoir te le faire entendre. Là, 0,8 mètres, il bouge pas. Là, ça gratouille un peu. Et là, ça tourne vraiment complètement soyeux, comme s'il était neuf. On saisit. On a fait que 10 packs. Hein. En 4S. En 4S, on a pris une VMAX de 70-75. On a pris quelques chocs, mais les chocs qui sont allés là, dans les roulements de roue, hein, pas dans les roulements de diff. Je vous tiendrai au courant si je change justement, si dans les roulements, si je les ouvre et je mets une goutte d'huile à la place. On continuera en 4S, je ne vais pas toucher le pignon pour la vitesse ni rien. Parce qu'en 4S, on était pas mal. Il manque un peu de cache aussi, mais bon. On pourrait aussi... On va déjà faire ça. On va mettre de l'huile dans ces roulements. On va faire les réglages que j'ai dit à l'arrière. On va changer les huiles de diff avant. Et centrale, on va mettre la même chose, 150-150. Au central, on avait 150 devant, on avait 60. Là, on va passer à 150-150. On va laisser l'arrière comme il est. Je vais checker tous mes roulements, mettre de l'huile. Et peut-être sur place sur le circuit, on changera le pignon. Parce que là, on a un pignon de 18 ou 19. Ce moteur n'a aucun problème à emmener ça. Vous avez vu, même l'autonomie, on arrive à une quinzaine de minutes avec une 5000 et des brouettes. Même en agressant fort, je fais tranquille mes 12 minutes.
Comparé au setup type compétition 2800 kV avec turbo à fond et 2x4S 10 000 pour faire les 10-12 minutes. Petit cheval en plus. Ne crachez pas sur le petit cheval en plus. C'est quand même plus sympa d'avoir une calèche avec 4 chevaux de vent que 3. C'est le point où on en est, entre un moteur de 68 et de 74. Et même si les nouveaux moteurs avec le turbo et tout arrivent à la même puissance finale, ne négligez pas la différence de consommation. Ici, un variateur de 120 A, on ne surchauffe pas. Les variateurs de compétition, actuellement, on fait entre 180 et 220 pour ne pas surchauffer. Et pour pouvoir passer à cette puissance au moteur sans radoter, et là, on a un 120 A, et il fait ça doigt dans le nez. Moi, je préconise un retour au setup de base. J'aimerais qu'un compétiteur nous mette un variateur Castel 120 avec un 4274 en 2200 sans turbo sur rien, juste avec un gros pignon avec sa même batterie, et que lui nous en dise quelque chose parce qu'ils ont bien sûr aussi un autre style de pilotage pour nous dire effectivement c'est vrai, j'ai roulé plus longtemps, j'ai chauffé moins, ou non, toute la merde, j'ai tout cramé. C'est pas exclu, hein. C'est pas parce que je vous dis un truc que j'ai raison. C'est pour ça que je partage avec vous. Moi aussi des fois je cherche des solutions. Salut les gars.